Je m'appelle Mathieu. Ce matin-là, la petite Léa est entrée dans mon église, un bébé dans les bras, me fixant de ses grands yeux. Ces mots ont brisé le silence sacré, bouleversé ma vie. Elle a dit que l'enfant était le mien. Qui aurait cru qu'un simple service dominical allait révéler un secret familial si lourd, si inattendu? Tout Villefranche allait bientôt parler, et mon monde s'effondrait point avant d'écouter la suite. Abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Mathieu Leclerc, et à l'époque, j'avais 45 ans. J'étais le curé de l'église Sainte-Marie, dans notre petite ville de Villefranche. Un endroit paisible, où les dimanches se ressemblent, empreint de cette douce routine qui nous rassure. La lumière du matin, ce jour-là, filtrait à travers les vitraux, dessinant des motifs colorés sur les vieux bancs de bois. Je venais de commencer mon sermon, parlant de la patience, de la foi, quand le lourd portail en chêne, là-bas, au fond de l'église, a grincé. Un son qui, aujourd'hui encore, me donne des frissons. Une petite silhouette est apparue dans l'embrasure. Une fillette. Pas plus de 11 ans, je dirais. Ses cheveux bruns, en bataille, semblaient n'avoir jamais connu un peigne. Sa robe jaune délavée pendait lâchement sur sa petite carcasse. Mais ce qui a attiré tous les regards, c'était le paquet qu'elle serrait dans ses bras. Un bébé, enveloppé dans de vieilles couvertures usées. La congrégation s'est tournée, un mouvement lent, presque au ralenti. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Ses petits pas résonnaient dans le silence soudain. J'ai interrompu ma phrase, la regardant avancer avec une détermination étrange, les yeux brillants de larmes. Elle s'est dirigée droit vers l'autel. « Je peux t'aider, ma petite ?» ai-je demandé doucement, en descendant quelques marches pour la rencontrer. Elle s'est arrêtée, réajustant le bébé. Sa voix, claire et inébranlable malgré les larmes qui coulaient sur ses joues, a coupé le souffle à tout le monde. « Ce bébé, c'est votre fils ?» a-t-elle annoncé, sans un tremblement. Et il a faim. Un murmure collectif a parcouru l'église. Madame Dubois, au premier rang, a serré son chapelet, ses perles entre ses doigts fins. Monsieur Martin a laissé tomber son livre de cantiques avec un grand bruit sec. Quelqu'un a chuchoté, « Oh mon Dieu !» En quelques secondes, des téléphones sont apparus. Certains appelaient le 17 pour la police, d'autres le 15 pour les urgences. Mon visage, je le sentais, était devenu livide. Je ne comprends pas, ai-je réussi à articuler. La petite fille a levé vers moi des yeux bruns immenses, noyés de larmes. Maman a dit qu'il vous ressemblait, a-t-elle continué, sa voix tremblante à présent. Avant qu'elle ne parte. Le bébé dans ses bras a commencé à pleurer. Un petit gémissement aigu qui a transpercé le silence abasourdi de l'église. Les sirènes, au loin, ont commencé à se faire entendre. Elles se rapprochaient, de plus en plus fort. Mon monde, celui que je connaissais, s'est arrêté net. Pour comprendre pourquoi une telle accusation a résonné dans notre humble église, et pourquoi ma vie, celle de Mathieu Leclerc, allait changer pour toujours, nous devons remonter le temps. Le lendemain, Villefranche n'était plus la même. Le calme habituel avait été balayé par une tempête. Une tempête médiatique. La vidéo, filmée par l'un des paroissiens, de Léa entrant dans l'église, de ses paroles, elle avait circulé. Vite. Très vite. Les journalistes, ces charognards, comme je les appelais en secret, campaient devant l'église Sainte-Marie, puis devant l'évêché. Des gros titres, des reportages sensationnalistes, des questions insidieuses, des suspicions voilées. Le curé et son enfant caché? La réputation de l'église, la mienne, tout était mis à mal. Mon sang bouillonnait, mais j'ai gardé mon calme. C'est ce qu'on attend d'un prêtre. Une dignité inébranlable, même quand l'intérieur est en feu. J'ai été convoqué à l'évêché, le jour même. Une salle froide. L'évêque Philippe Bertrand était là, sa silhouette imposante derrière son grand bureau. Son avocat, une femme aux traits durs, arrangeait des papiers. Le ton était glacial. Il ne s'agissait pas de moi, de la vérité, mais de l'image.
Le père Leclerc, a dit l'évêque, sa voix tranchante. Vos actions, même si elles s'avèrent innocentes, ont compromis la réputation de notre institution. À compter de cet instant, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions paroissiales, en attendant une enquête. Et surtout, interdiction formelle d'entrer en contact avec les enfants. Les mots étaient nets, sans appel. Un coup près. J'ai ensuite rencontré le commissaire Vincent Girard. Un homme aux yeux fatigués mais bienveillants, malgré son expression sévère. Il a pris ma déposition. Je n'ai jamais vu cette femme ni ses enfants avant aujourd'hui, ai-je répété, passant une main dans mes cheveux sombres. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait dit une chose pareille à sa fille. Le commissaire a fermé son carnet. Mathieu, je vous connais depuis votre arrivée à Villefranche. Mais cette situation, l'image n'est pas bonne. Il a adouci un peu son ton, mais le message était clair. Il croyait en moi, peut-être, mais les apparences, elles étaient contre moi. Léa et Lucas, quant à eux, avaient été conduits à l'hôpital communal de Villefranche. J'ai essayé de les voir, ne serait-ce que quelques minutes, pour m'assurer qu'ils allaient bien. La porte m'a été fermée. Ce ne serait pas approprié compte tenu des circonstances, m'a-t-on dit. J'ai senti une pointe d'impuissance. Mais la Providence, ou ce que certains appelleraient le destin, a fait surgir Éléonore Moreau. Une femme âgée, élégante, aux cheveux argentés, fidèle paroissienne de Sainte-Marie depuis plus de 40 ans. C'est elle qui, sans hésiter, a accepté d'être la famille d'accueil d'urgence pour Léa et Lucas. Un rayon de soleil dans cette obscurité. Le soir, je suis retourné à l'hôpital, juste pour regarder par la fenêtre de leur chambre. Léa était là, serrant Lucas dans ses bras. Son visage était marqué par la confusion, la peur, mais aussi une détermination farouche. Ses yeux bruns, immenses, se sont levés vers moi. Un instant. Juste un instant. Elle ne savait pas que j'étais là. Mais dans ce regard, j'ai cru voir une lueur d'espoir. Comme une question muette. « S'il vous plaît », semblait-elle dire. « Lucas n'a pas mangé depuis hier. Maman a dit que vous nous aideriez. » Cet instant, ce regard, a gravé en moi quelque chose de plus fort que toutes les interdictions de l'évêque. Une promesse silencieuse, celle d'un homme, à un enfant. Une promesse que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir, mais que je savais, au fond de moi, que je devrais honorer. Les jours suivants furent un mélange étrange de silence forcé et de tourments intérieurs. La vie paroissiale continuait sans moi, Père Thomas Giraud, mon mentor et ami, ayant pris le relais. Mais ma propre vie, celle d'homme, était en suspens. L'évêché m'avait imposé une sorte de réclusion. Pas d'office, pas de visite, pas de déclaration. Le monde extérieur était devenu une rumeur lointaine. Un matin, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un message. J'ai ouvert. C'était une vidéo. Celle de Léa descendant l'allée de l'église. Le texte en dessous, déjà 50 000 vues. Un commentaire? Millfield Gazette. Le monde ne m'oubliait pas, il me jugeait. Pourtant, je ne pouvais pas rester inactif. La promesse de ce regard, celle que j'avais faite à Léa dans le secret de mon cœur, me brûlait. J'ai donc commencé mon propre chemin, silencieux, loin des projecteurs. Éléonore, cette femme admirable, avait accueilli Léa et Lucas chez elle. Elle était leur refuge, leur havre. Sophie Dubois, l'assistante sociale, une jeune femme aux yeux vifs et à l'écoute attentive, était venue les interroger. Léa lui avait parlé de la Maison Bleue avec des roues, au numéro 17, dans le parc des Pins ensoleillés. Elle avait aussi mentionné que sa mère écrivait beaucoup dans un carnet. Un après-midi, brisant l'interdiction, je me suis rendu chez Éléonore. Discrètement, par l'arrière, pour éviter tout regard indiscret. Éléonore m'a accueilli, son regard pétillant de complicité. « Il y a quelque chose que Léa voulait vous montrer », a-t-elle dit. Léa, qui jouait par terre avec Lucas, a levé les yeux vers moi. Un sourire timide. Elle s'est approchée,
serrant un vieil ours en peluche. Monsieur Ours a une poche spéciale, a-t-elle murmuré, me le tendant. Ma maman a dit de vous la donner si vous veniez nous voir. Avec des doigts tremblants, j'ai cherché la couture presque invisible dans le dos de l'ours. À l'intérieur, un morceau de papier plié. Une seule phrase, écrite d'une main soignée, la maraude de Saint-Gabriel, 10 décembre 2022. Saint-Gabriel. C'était ma paroisse précédente, avant Villefranche. 2 ans auparavant, j'y avais dirigé un programme d'aide d'urgence en hiver. Nourriture, logement temporaire, vêtements chauds pour les familles dans le besoin. La mémoire m'est revenue, d'un coup. Une jeune femme était venue tard un soir, avec une petite fille. Elle était enceinte. Léa a levé la tête. C'était moi. Je me souviens de l'église avec la statue de l'ange. Vous m'avez donné du chocolat chaud avec de petites guimauves. Ces mots m'ont frappé. La mère avait eu besoin d'un endroit pour dormir. Les refuges étaient pleins à cause d'une tempête de neige. J'avais trouvé une chambre d'hôtel pour 3 nuits. Et vous avez porté notre valise, a ajouté Léa, parce que maman était trop fatiguée. La réminiscence était claire. Cette nuit-là, j'avais simplement fait mon devoir. Mais pour cette femme, pour cette petite fille, c'était devenu bien plus. C'était un acte de gentillesse inoubliable, une encre dans leur désespoir. Je n'avais jamais revu cette femme et son enfant après cette nuit-là. Je n'avais aucune idée que le bébé était né, ni qu'elles avaient fini ici, à Villefranche. La piste était là. Devant moi. Le destin, sans doute, tissait ses fils de manière étrange. Si kive konge NAY, et juk toi bin na es un bendi, toi bit RNGVN ko NHNG cum toi trom suan tranet. Esco MTCA kivelangan NG vient Hélène NHT toi katip PHN kui kung, NHNG iulamta iku qui toi memeva men li y niami chote GIANH, avec ce nouveau fil d'Ariane, cette date gravée dans le papier, mon enquête a pris un tournant. J'ai partagé ces informations avec le commissaire Vincent Girard et Sophie Dubois. Il fallait reconstituer le puzzle de cette femme, Claire Bernard. Ma conviction grandissait, elle n'était pas une accusatrice folle, mais une âme en détresse. Notre première piste nous a menés au Brelet de nuit, un petit restaurant au bord de la départementale, dont l'enseigne néon clignotait tristement sous le soleil de fin d'après-midi. L'odeur de café et d'oignons grillés y était persistante. Mireille, la gérante, une femme aux cheveux roux vifs et aux yeux fatigués, m'a regardé d'un air méfiant. Un journaliste? Vous êtes le 3e charognard à passer ici. Non, ai-je répondu calmement. J'essaie d'aider ces enfants. Mon ton, peut-être, l'a convaincue. Elle a soupiré, essuyant ses mains sur son tablier. Claire était une bonne employée, toujours à l'heure, ne se plaignait jamais, même quand elle luttait visiblement. Sa voix s'est baissée. Elle a commencé à manquer des services il y a environ 3 mois. Elle disait qu'elle avait besoin de traitements médicaux. J'ai essayé de la garder, mais... Je lui ai demandé si elle savait où Claire était allée. Elle a secoué la tête. Elle n'est plus jamais venue. N'a même pas récupéré sa dernière paie. Elle a hésité. Ses enfants, ils vont bien? Ils sont en sécurité, les jeux assurés. Mais ils s'ennuient de leur mère. Mireille a disparu à l'arrière et est revenue avec une petite enveloppe. Claire a laissé ça la dernière fois qu'elle a travaillé. Elle a dit que si quelqu'un venait la chercher, je devrais lui donner ça. Elle m'a regardé. Je suppose que vous êtes qualifié. À l'intérieur, une clé avec une étiquette numérotée, 217. C'est pour un box de stockage, a expliqué Mireille. Chez Box Sécurisé, rue des Érables. Elle y gardait quelques affaires personnelles. Avec le commissaire Girard, nous nous sommes rendus à l'unité 217. C'était petit, juste 1,5 mètres sur 3 mètres. Peu de choses pour toute une vie, a commenté le commissaire en fouillant les quelques cartons et une vieille valise abîmée. Des vêtements d'enfants, des albums photos, des affaires de bébé.
J'ai ouvert la valise. Des dossiers médicaux. Des factures avec la mention au dernier avis. Et un carnet en cuir usé. Un commissaire, ai-je appelé, brandissant le carnet. Je crois que c'est ce dont nous avons besoin. En parcourant les pensées intimes de Claire, les pièces manquantes du puzzle se sont mises en place. Les entrées chroniquaient sa lutte contre une grave maladie, sa peur de perdre ses enfants au système, et son désespoir grandissant à mesure que les options s'amenuisaient. La dernière entrée, datée seulement une semaine avant que Léa n'apparaisse à l'église, m'a serré le cœur. J'ai pris ma décision. Père Mathieu Leclerc a été la seule personne à nous avoir vraiment aidés, sans jugement ni condition. Si quelqu'un doit protéger mes enfants quand je ne pourrai plus, ce sera lui. Léa sait quoi faire. Dieu me pardonne. Mais je n'ai plus d'autre choix. Elle planifiait de les laisser, a dit le commissaire, sa voix basse. Mon esprit s'est emballé. Nous devions la retrouver. C'est à ce moment-là qu'Éléonore m'a confié une chose étrange, comme un murmure du destin. J'ai remarqué quelque chose en lui donnant son bain, l'autre soir. Elle m'a montré une petite tache de naissance sur l'épaule de Lucas. Une marque pâle, en forme de croissant. Beaucoup de bébés ont des taches de naissance, ai-je dit, confus. Oui, mais... Éléonore a hésité. Mon fils David avait exactement la même marque, au même endroit. Il est mort dans un accident de voiture il y a 15 ans. Mes yeux se sont écarquillés. Vous suggérez que... Je ne suggère rien, a-t-elle dit. Je vous dis juste que quand je l'ai vu, j'ai su que ces enfants étaient destinés à me trouver. Appelez ça la providence, ou une coïncidence, mais je crois qu'il y a une raison pour laquelle Claire Bernard a envoyé ses enfants ici. Quelques minutes plus tard, Sophie Dubois a rappelé. Le commissaire Roberts a trouvé quelque chose au mobil-home. Les dossiers médicaux de Claire Bernard. Elle a été traitée à l'hôpital départemental ces 8 derniers mois. Elle manquait ses 3 derniers rendez-vous de chimiothérapie. Sans traitement, son état pourrait se détériorer rapidement. Mon cœur s'est serré. Le commissaire Girard avait commencé à chercher les dossiers d'enfance de Claire dans les services sociaux du département. La course contre la montre avait vraiment commencé. L'urgence de retrouver Claire Bernard est devenue palpable, une angoisse sourde qui me rongeait. Un après-midi, le téléphone d'Éléonore a sonné. Son visage s'est décomposé. Mathieu, il faut que vous reveniez. Sa voix était tendue, pleine d'une anxiété qui m'a glacé le sang. L'école de Léa a appelé. Quelqu'un se faisant passer pour Claire a essayé de l'enlever de la cour de récréation. Au moment où les enseignants sont intervenus, la femme avait disparu. Mon cœur s'est emballé. Léa va bien? Là elle va bien, mais elle est terriblement confuse. Elle répète que ce n'était pas sa maman, même si la femme connaissait son nom. La pluie a commencé à tomber alors que nous faisions demi-tour. La recherche de Claire prenait une tournure inattendue, et bien plus inquiétante. Quelqu'un d'autre cherchait ses enfants. Quelqu'un prêt à se faire passer pour leur mère disparue. Et nous n'avions aucune idée de la raison. Le salon d'Éléonore était devenu un centre de commandement improvisé. L'adjoint Simon interrogeait une Léa visiblement secouée, tandis que Sophie Dubois prenait des notes. Éléonore faisait les 100 pas près de la fenêtre, serrant Lucas contre sa poitrine. Là elle connaissait mon nom, a expliqué Léa, ses petits pieds balançant nerveusement au-dessus du sol. Mais ce n'était pas maman. Sa voix était toute fausse et elle sentait le tabac. Maman ne sent jamais ça. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Là elle t'a dit autre chose, Léa? La petite fille a hoché la tête. Là elle a dit qu'il fallait partir vite, avant que quelqu'un ne nous voie. Quand j'ai demandé où était maman, elle a dit qu'elle m'y conduirait. Les yeux de Léa se sont remplis de larmes. Je sais à quoi ressemble maman. Cette dame, ce n'était pas elle. Le commissaire Girard nous a tirés, Sophie et moi, à l'écart pendant que l'adjoint Simon continuait son interrogatoire doux. Les caméras de sécurité de l'école ont capturé des images de la femme, a-t-il dit doucement. Cheveux foncés, casquette de baseball,
lunettes de soleil. Elle a dit à l'enseignante qu'elle était Claire Bernard et qu'elle venait de sortir de l'hôpital. Comment aurait-elle pu savoir pour l'hôpital, ai-je demandé. C'est ce qui m'inquiète, a répondu le commissaire. L'incident à l'église avait fait la une des journaux locaux, mais l'état de santé de Claire n'était pas public. Éléonore nous a rejoints, après avoir couché Lucas dans son berceau. Je ne comprends pas. Qui voudrait enlever Léa? J'ai peut-être une réponse, a dit Sophie, consultant son téléphone. Les dossiers du département viennent d'arriver. Claire Bernard a été placée en foyer de l'âge de 7 à 18 ans. Elle a quitté le système sans être adoptée. Elle a fait défiler l'écran. Son dossier mentionne une sœur cadette, prénommée Chloé, qui a été adoptée séparément. Elles ont perdu contact. Serait-ce sa sœur, s'est demandé Éléonore. C'est ce que nous devons découvrir, a dit le commissaire. Je vais vérifier ce nom et voir si cette Chloé vit dans les environs. Il a confirmé qu'elle résidait à Grandval, à une 60aine de kilomètres au nord, mais que ses voisins ne l'avaient pas vue depuis plusieurs jours. Puis, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Le contenu m'a glacé, vous m'avez tout pris. Maintenant, je vais prendre ce qui compte le plus pour vous. Une menace claire. Directement adressée à moi. L'ombre du passé, la folie de Chloé, commençait à se refermer. À ce moment-là, un appel de l'évêché. L'évêque Philippe Bertrand avait été informé de mon implication non autorisée et avait contacté les services sociaux pour exprimer des préoccupations concernant ma relation avec les enfants. La pression de l'institution s'intensifiait, me forçant à me sentir encore plus isolé. Mais le coup de massue le plus dur est venu de Sophie. Le comité de placement s'est réuni ce matin, a-t-elle expliqué, le visage désolé. Ils ont décidé que Lucas devrait être placé chez un jeune couple spécialisé dans les soins aux nourrissons. Léa irait dans un foyer différent, mieux équipé pour les enfants en âge scolaire. Ils allaient les séparer. Ma voix s'est élevée, incrédule. Après tout ce qu'ils ont traversé, l'âge d'Éléonore a été le facteur décisif, a dit Sophie en s'excusant. Ils craignent sa capacité à gérer un nourrisson sur le long terme. J'ai défendu leur cause, Mathieu, mais la décision est finale. Les transferts ont lieu demain. Non. C'était inacceptable. Je ne laisserai pas faire ça, ai-je déclaré. J'ai promis à Claire qu'ils resteraient ensemble. Éléonore a levé les yeux, la détermination remplaçant le désespoir. Alors, nous nous battons. Tout de suite. En moins d'une heure, nous avions élaboré un plan. Éléonore déposerait des papiers de tutelle d'urgence, invoquant sa relation établie avec les enfants. Je devrais aller voir Claire pour obtenir son soutien écrit. Il nous faudrait des lettres de recommandation, des approbations d'inspection de domicile, des documents financiers. Tout cela avant le matin. Je vais appeler tout le monde à l'église, a dit Éléonore, tendant déjà la main vers son carnet d'adresses. La moitié de la ville témoignera pour moi. La lutte ne faisait que commencer. L'air du soir s'est fait pressant, lourd de l'urgence de notre situation. La menace de la séparation planait sur Léa et Lucas comme une sentence inique. Je me suis précipité vers l'hôpital départemental, le cœur battant la chamade. Mon objectif était clair, obtenir la signature de Claire Bernard. Son accord pour qu'Éléonore devienne la tutrice légale des enfants était notre seule chance de les garder ensemble. Sur le chemin, le commissaire Girard m'avait appelé, me mettant en garde. La situation avec Chloé est volatile, Mathieu. Soyez prudent. La prudence, à cet instant, me semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai trouvé Claire assise, adossée aux oreillers. Elle était pâle, amaigrie par la maladie, mais une lueur de combativité brillait dans ses yeux. J'ai posé les documents devant elle. Elle a écouté attentivement mes explications sur la décision du comité de placement. Son visage s'est assombri. Non, a-t-elle dit fermement. Je ne le permettrai pas. Ils ne peuvent pas séparer mes enfants. Un soulagement m'a envahi. Elle était d'accord.
Nous nous battons, les jeux assurés. Mais nous avons besoin de votre aide. Sa main, tremblante, a signé les papiers. Alors qu'elle terminait, elle a saisi mon bras. Son regard, grave, s'est posé sur le mien. Il y a autre chose que vous devez savoir sur Chloé, a-t-elle dit, sa voix basse, un murmure qui contenait toute une histoire. Quand nous étions enfants, en foyer, elle devenait obsédée par certaines personnes. Elle se convainquait qu'elles étaient destinées à être sa famille. Ça ne s'est jamais bien terminé. J'ai essayé de la rassurer. La police la cherche, Claire. Elle a secoué la tête avec urgence. Vous ne comprenez pas. Le message n'était pas pour moi. Il était pour vous. Dans l'esprit de Chloé, si j'ai envoyé mes enfants à vous, cela signifie que vous êtes spécial d'une manière ou d'une autre. Elle ne viendra pas seulement chercher les enfants. Elle viendra vous chercher aussi. Un frisson m'a parcouru. La menace était personnelle. Très personnelle. Je venais de quitter la chambre de Claire, le poids de ses paroles pesant sur moi, quand mon téléphone a sonné. C'était Éléonore. Sa voix, cette fois-ci, était transpercée par la panique. Mathieu, venez vite. Léa a disparu. Elle jouait dans le jardin avec Lucas. Je n'ai tourné le dos qu'un instant pour répondre à la porte. Lucas est toujours là, mais Léa est partie. Mon sang s'est glacé. Mon esprit a fait le lien. Le message. La menace. Ce n'était pas une coïncidence. Dans le parking de l'hôpital, je cherchais ma voiture, le cœur battant à tout rompre. Mon regard est tombé sur une caméra de sécurité. Quiconque avait pris Léa m'avait sûrement vu arriver et partir. Il connaissait ma voiture. Et, comme pour confirmer mes pires craintes, en courant vers mon véhicule, j'ai trouvé une petite pince à cheveux roses sur le sol, juste à côté. La pince à cheveux de Léa. Une miette de pain délibérée. Mes mains tremblaient en appelant le commissaire Girard, signalant la disparition de Léa et la découverte de la pince à cheveux. En quelques minutes, une alerte Amber a retenti sur tous les téléphones du département. Nous examinons les images de sécurité de l'hôpital, m'a informé le commissaire. Restez où vous êtes. Nous allons envoyer des agents à votre emplacement. Mais je ne pouvais pas attendre. Les mots de Claire résonnaient dans ma tête. Dans l'esprit de Chloé, si j'ai envoyé mes enfants à vous, cela signifie que vous êtes spécial d'une manière ou d'une autre. Je fixais la pince à cheveux, cette invitation macabre. Ce n'était pas seulement un enlèvement. C'était un rendez-vous. Comme pour confirmer mes soupçons, mon téléphone a sonné. Un message d'un numéro inconnu. La petite sœur manque à son frère. La place heureuse nous attend tous. Venez seul. Et l'adresse. Ancienne ferme des Duval. C'était forcément là. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Au lieu d'attendre la police, j'ai démarré ma voiture et j'ai foncé vers la campagne, appelant le commissaire Girard en chemin, elle a emmené Léa à la ferme, lui ai-je expliqué. J'y vais maintenant. Mathieu, attendez les renforts, a insisté le commissaire. Chloé peut être dangereuse. Il n'y a pas de temps, ai-je insisté. Elle m'a laissé la pince exprès. Elle veut que j'y sois. Le soleil se couchait. Mon chemin était tracé. L'ancienne ferme des Duval est apparue à l'horizon, sa grange rouge vive se détachant sur le ciel qui s'éclaircissait. Un lieu à la fois beau et désolé. J'ai garé ma voiture au bout de la longue allée, le cœur battant la chamade. L'air était froid, et le silence de la campagne pesait lourd. La ferme elle-même semblait patinée par le temps, sa peinture blanche s'écaillant après des décennies d'abandon. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, comme une bouche béante invitant au drame. Léa, ai-je appelé, ma voix résonnant sur le porche qui grinçait sous mes pas. Une petite voix a répondu de l'intérieur. Père Mathieu, a-t-elle dit. Elle a dit que vous viendriez. Mon cœur s'est emballé encore plus. J'ai poussé la porte et suis entré dans l'obscurité relative de la maison.
Léa était assise sur un canapé poussiéreux, dans ce qui avait dû être autrefois un salon. Son uniforme scolaire était froissé, mais elle semblait intacte. À côté d'elle, une femme aux cheveux foncés, avec les mêmes traits délicats que Claire, mais durcis d'une manière ou d'une autre, et des yeux agités qui ne se posaient jamais vraiment. « Je savais que vous comprendriez », a dit Chloé, se levant pour me saluer. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Claire a toujours cru qu'elle était la spéciale, mais je savais mieux. Elle m'a fixé d'un regard intense. Je savais que vous viendriez pour nous. J'ai tout fait pour rester calme, ma voix douce. Léa doit rentrer à la maison maintenant. Éléonore et Lucas sont très inquiets. La maison? Chloé a ri, un rire sec, cassant. C'est ça, la maison. Notre maison, où Claire et moi étions les plus heureuses, avant que tout ne s'effondre. Elle a fait un geste vers la maison abandonnée. Je l'ai arrangée pour nous tous. Les yeux effrayés de Léa ont rencontré les miens. Je lui ai fait un signe de tête rassurant. Chloé, ai-je dit doucement. Je comprends que cet endroit soit spécial pour vous. Mais Léa appartient à sa famille. Nous sommes sa famille maintenant, a insisté Chloé, sa voix se durcissant. Claire a eu sa chance. C'est mon tour. Au loin, des sirènes ont commencé à hurler, de plus en plus fort. Le commissaire Girard était en route. Je devais la faire parler. Parlez-moi de l'époque où vous viviez ici, ai-je suggéré. Ce devait être un endroit magnifique alors. Tandis que Chloé se lançait dans des souvenirs de la ferme, je me suis rapproché, un pas après l'autre, de Léa. Les sirènes devenaient assourdissantes. Soudain, l'expression de Chloé s'est assombrie. Vous les avez appelés, n'est-ce pas? Ses yeux ont vacillé. Comme tous les autres, faisant semblant de comprendre, mais me prenant pour une folle. Chloé, je ne suis pas là pour vous juger, ai-je dit, maintenant ma voix calme malgré mon cœur qui s'emballait. Je veux juste que Léa soit en sécurité. Elle est en sécurité, a crié Chloé. Je ne lui ferai jamais de mal. Je veux juste que nous soyons une famille. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être séparé de sa sœur. De se demander chaque jour où elle est, si elle va bien. Le bruit des véhicules s'approchant de l'extérieur a rendu Chloé tendue. Elle a attrapé la main de Léa et a reculé vers la cuisine. Attendez, ai-je exhorté, faisant un pas en avant. Parlons-en. Il y a de meilleures solutions que de fuir. Léa a levé les yeux vers Chloé avec une douceur inattendue. Maman vous manque aussi, Didi. Elle a votre photo dans sa boîte spéciale. Chloé s'est figée, quelque chose de vulnérable traversant son visage. Elle a gardé ma photo. Elle m'a raconté des histoires sur sa courageuse sœur, a continué Léa, d'une petite voix. Sur la façon dont vous l'avez protégée quand vous étiez petite. J'ai regardé, stupéfait, comment cette fillette de 11 ans construisait intuitivement un pont vers la femme effrayée devant nous. Dehors, la voix du commissaire. Vincent Girard a retenti dans un mégaphone. Chloé Bernard, ici le commissaire Girard. La maison est encerclée. Veuillez sortir les mains visibles. La panique est revenue dans les yeux de Chloé. Elle a regardé frénétiquement autour de la pièce, comme cherchant une issue. Chloé, ai-je dit doucement. Et si vous pouviez revoir Claire? Correctement cette fois, sans peur ni colère entre vous? Elle ne veut pas me voir, a murmuré Chloé. Elle m'a laissé derrière. Ce n'est pas vrai, ai-je insisté. Elle vous a cherché, elle aussi, à sa manière. Revenir à cette ferme était sa façon d'essayer de renouer avec ce temps plus heureux. Léa a tiré la main de Chloé. Ma maman est malade. Elle a besoin de sa sœur. Ces mots simples ont semblé pénétrer là où rien d'autre ne le pouvait. Les épaules de Chloé se sont affaissées, la lutte la quittant. Je voulais juste retrouver ma famille, a-t-elle dit, sa voix brisée. La famille est compliquée, ai-je reconnu. Mais fuir n'est pas la solution. Laissez-moi vous aider, toutes les deux,
à trouver un meilleur chemin. Quand le commissaire Girard est entré dans la maison quelques instants plus tard, il a trouvé une scène inattendue. Chloé assise tranquillement sur le canapé. Léa à ses côtés, lui montrant un dessin de sa poche. Des personnages bâtons, une mère, une sœur, un bébé et une tante, toutes se tenant la main. Si qui veut encore écouter, aidez-moi en commentant le numéro ainsi dessous, pour que je sache qu'il y a toujours des amis qui m'accompagnent tout au long de ce voyage. Votre présence est la plus grande source d'encouragement pour que je continue à raconter la dernière partie, ces choses qui ont changé ma vie pour toujours et ont donné un nouveau sens au mot famille. Le commissaire Girard et moi sommes sortis de la ferme, laissant les adjoints s'occuper de Chloé. Elle avait besoin d'aide, pas seulement d'une punition, avais-je insisté auprès du commissaire. Elle portait les cicatrices d'un système brisé, le même qui avait laissé tomber Claire. Le commissaire avait acquiescé pensivement. Je m'assurerai que le procureur connaisse les circonstances. Les services de santé mentale seront impliqués. Léa, en sécurité dans une voiture de patrouille, a regardé la ferme avec une sagesse qui dépassait son âge. C'était un endroit heureux, autrefois, a-t-elle dit. Peut-être que ça le redeviendra un jour. Plus tard, à l'hôpital, le soulagement a commencé à s'installer. Chloé avait été évaluée par un psychiatre qui l'avait jugée suffisamment stable pour une visite supervisée. La première réunion des sœurs en plus de 15 ans. Je marchais aux côtés du commissaire Girard, Chloé entre nous, vers la chambre de Claire. Je ne sais pas quoi lui dire, a murmuré Chloé, sa confiance d'avant s'étant évaporée. Et si elle me déteste pour ce que j'ai fait? Là elle vous a demandé, lui ai-je rappelé doucement. C'est un début. Devant la porte de Claire, nous avons fait une pause. À travers la fenêtre, nous pouvions voir Éléonore assise près du lit, Léa sur ses genoux, et Lucas dormant dans un berceau portable à proximité. La vue de ce tableau familial presque complet a fait hésiter Chloé. J'ai tellement gâché les choses, a-t-elle dit. Les familles sont compliquées, ai-je répondu. Mais elles sont aussi résilientes. À l'intérieur de la pièce, le temps a semblé suspendu alors que les sœurs se faisaient face. Claire, pâle contre ses oreillers, a tendu une main tremblante. Après un moment d'hésitation, Chloé l'a prise. Je suis tellement désolée, ont dit les deux femmes simultanément, puis elles ont éclaté de rire en larmes à cause de la coïncidence. Je n'ai jamais cessé de vous chercher, a avoué Claire. Chaque foyer, chaque nouvelle ville, je vérifiais toujours toute trace de Chloé Bernard. J'ai changé de nom, a admis Chloé. Après que la troisième famille m'a renvoyé, j'ai pensé que si je devenais quelqu'un de nouveau, ça ferait moins mal. Léa a regardé les sœurs avec une curiosité solennelle, puis a glissé des genoux d'Éléonore et s'est approchée de Chloé sans peur. « Êtes-vous vraiment ma tante maintenant » a-t-elle demandé directement. La simple question a coupé la tension. Chloé s'est agenouillée à la hauteur de Léa. « J'aimerais l'être, si ça te convient, à toi et à ta maman. » Léa a réfléchi sérieusement. « Vous m'avez fait peur à la ferme. Vous ne pouvez plus faire ça. »« Je le promets, » a dit Chloé solennellement. J'étais confuse. Mais je reçois de l'aide maintenant. Pendant que les sœurs commençaient leur réconciliation prudente, je suis sorti dans le couloir où Sophie Dubois m'attendait avec des nouvelles. Le comité de placement s'est réuni de nouveau, a-t-elle expliqué. Compte tenu des circonstances et de la demande formelle de Claire, ils sont prêts à considérer Éléonore pour la tutelle temporaire des deux enfants, malgré son âge. C'est merveilleux, ai-je dit, un immense soulagement m'envahissant. Il y a une condition, a poursuivi Sophie. Ils veulent un co-tuteur plus jeune, quelqu'un qui pourrait prendre le relais si la santé d'Éléonore déclinait. J'ai froncé les sourcils. Et qui avait-il en tête? Ils vous ont suggéré, a répondu Sophie. Votre plaidoyer pour les enfants a été noté, et malgré la situation non conventionnelle à l'église, vos témoignages de caractère étaient impeccables. Cette proposition m'a sidéré. Co-tuteur pour Léa et Lucas. Cela signifierait une réorientation complète de mon chemin de vie. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré.
Un message de l'évêque Philippe Bertrand. Réunion demain, 9h. Décision finale sur votre statut. Le timing ne pouvait pas être plus significatif. Demain, je devrais soit me réengager sur mon chemin traditionnel de prêtre, soit embrasser un tout nouveau rôle, un rôle que je n'avais jamais imaginé pour moi-même. À l'intérieur de la chambre, Lucas s'est réveillé et a commencé à gigoter. J'ai regardé par l'embrasure de la porte alors que Léa allait immédiatement vers son frère, lui parlant doucement pour le réconforter. Claire et Chloé ont interrompu leur conversation, se tournant toutes les deux pour regarder les enfants avec des expressions d'amour et d'inquiétude assorties. Dans ce moment de clarté parfaite, j'ai compris quelle serait ma réponse, tant au comité qu'à l'évêque. Certains appels venaient de vœux formels et de traditions sacrées. D'autres arrivaient de manière inattendue, sous la forme d'enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour combler le vide quand les systèmes échouaient. Dites au comité que j'examinerai leurs propositions, ai-je dit à Sophie, sachant au fond de mon cœur que j'avais déjà décidé. Demain apporterait des conversations difficiles et des choix qui changeraient ma vie. Mais ce soir, en assistant au début de la guérison dans cette chambre d'hôpital, Mathieu se sentait plus certain de son but qu'il ne l'avait été depuis des années. Le soleil du matin, malgré les nuages persistants, filtrait à travers les vitraux du bureau de l'évêque, dessinant des motifs de lumière colorée sur la table de conférence polie. J'étais assis, le dos droit, non plus revêtu de mon col clérical, mais d'une simple chemise bleue boutonnée. L'évêque Philippe Bertrand m'observait depuis l'autre côté de la table, son expression indéchiffrable. Père Thomas Giraud était assis discrètement dans un coin, sa présence discrète étant un réconfort silencieux pour moi. Le Père Leclerc, a commencé l'évêque d'une voix froide. Vous comprenez la gravité de cette réunion. Vos actions de ces derniers jours représentent une rupture claire des directives qui vous ont été données. Je comprends, Votre Excellence, ai-je répondu calmement. Pourtant, vous semblez étonnamment serein à l'idée de perdre votre vocation, a observé l'évêque. Un appel que vous avez suivi pendant 20 ans. J'ai choisi mes mots avec soin. Mon appel a toujours été de servir les autres et de suivre ce que je crois être juste. Parfois, cela signifie prendre des décisions difficiles. Les yeux de l'évêque se sont rétrécis. L'Église a des procédures, Père Leclerc. Des protocoles établis depuis des siècles pour protéger à la fois l'institution et les individus qui la composent. Votre mépris de ces procédures est troublant. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je répondu. Ces protocoles ont failli entraîner la séparation de deux enfants vulnérables l'un de l'autre et du seul foyer stable qu'ils avaient trouvé. Père Thomas Giraud a raclé sa gorge. Si je puis me permettre, Monseigneur, les interventions de Mathieu, bien qu'hétérodoxes, ont résolu une situation qui aurait pu entraîner des préjudices importants. L'évêque a balayé cela d'un geste impatient. La fin ne justifie pas les moyens, Thomas. Vous le savez. Il s'est tourné de nouveau vers moi. Mais que espérez-vous exactement obtenir ici aujourd'hui? Je me suis penché en avant, ma voix sincère. Je ne suis pas ici pour défendre mes actions ni pour demander ma réintégration. Je suis ici pour expliquer une décision que j'ai prise. J'ai posé un dossier sur la table. On m'a demandé de devenir co-tuteur de Léa et Lucas Bernard, aux côtés d'Éléonore Moreau. J'ai décidé d'accepter. La surprise a traversé le visage de l'évêque. Vous abandonneriez votre prêtrise pour cela? Je ne le vois pas comme un abandon, ai-je répondu. Je le vois comme le fait de suivre un appel différent, mais tout aussi important. La discussion s'est poursuivie, parfois animée, parfois pensive, tandis que j'expliquais mon parcours avec la famille Bernard et l'impact profond que cela avait eu sur ma compréhension de ma vocation. Pendant que je parlais, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le comportement rigide de l'évêque s'est progressivement adouci, et il a commencé à poser des questions sincères sur les enfants, sur l'état de santé de Claire, et sur la réaction de la communauté. Vous croyez vraiment que c'est là que Dieu vous conduit, a-t-il finalement demandé. Oui, ai-je répondu simplement. Ces enfants ont besoin de stabilité et de continuité. Leur mère lutte contre une grave maladie.
Le système qui devrait les protéger les a maintes fois déçus. Si ma présence dans leur vie peut aider à guérir ces blessures, alors cela me semble être un travail sacré. L'évêque est resté silencieux un long moment, puis a soupiré profondément. L'Église a existé pendant 2000 ans parce qu'elle peut plier sans rompre. Matthieu, peut-être y a-t-il une voix du milieu ici. J'ai écouté avec étonnement l'évêque exposer une proposition inattendue, un congé temporaire plutôt qu'une révocation permanente de la prêtrise. Une chance de remplir ce nouveau rôle tout en maintenant ma connexion à ma communauté de foi. L'Église doit être perçue comme une force de compassion dans le monde, a conclu l'évêque. Peut-être que votre chemin non conventionnel peut nous rappeler à tous cette vérité fondamentale. En quittant l'évêché, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Demain apporterait une épreuve différente, l'audience du tribunal de la famille qui déterminerait la tutelle permanente pour Léa et Lucas. Mais aujourd'hui, au moins, j'avais trouvé un moyen d'avancer qui honorait à la fois mes engagements passés et mes convictions présentes. Mon téléphone a vibré. Un message d'Éléonore. Claire rentre à la maison pour une visite d'une journée demain. Les enfants sont aux anges. L'audience du tribunal est avancée à 15 heures. Nous sommes prêts. Tout convergeait. La santé de Claire s'améliorant, l'audience de tutelle, ma nouvelle entente avec l'Église. Pour la première fois depuis que Léa avait fait irruption dans l'église Sainte-Marie, avec son annonce surprenante, j'ai senti l'espoir prendre racine aux côtés de l'incertitude. Le voyage n'était pas terminé, mais le chemin à parcourir devenait enfin clair. Le salon d'Éléonore avait été transformé pour la visite de Claire. Des ballons colorés flottaient près du plafond, et les dessins de Léa couvraient les murs, une galerie d'amour créée par de petites mains. Lucas était assis dans son parc, babillant joyeusement en tendant les bras vers un mobile d'étoiles en feutre. Quand la sonnette a retenti, Léa a couru pour ouvrir. Éléonore et moi avons échangé des sourires nerveux en les suivant. Ce moment avait mis des semaines à se concrétiser. Claire se tenait sur le porche, visiblement plus mince, mais avec plus de couleur sur ses joues que lors de son séjour à l'hôpital. Chloé attendait un pas derrière elle, portant un petit sac de voyage. « Maman » a crié Léa, se jetant en avant. Claire s'est agenouillée pour embrasser sa fille, les larmes coulant librement sur leurs deux visages. « Oh, ma brave fille, tu m'as tellement manqué. » Pendant une heure précieuse, la famille non conventionnelle s'est réunie dans la maison douillette d'Éléonore. Claire a tenu Lucas, s'émerveillant de sa croissance. Léa a montré fièrement à sa mère toutes les nouvelles choses qu'elle avait apprises. Chloé observait avec une joie tranquille, sa relation avec sa sœur se réparant délicatement de jour en jour. Alors que le soleil de l'après-midi obliquait à travers les fenêtres, Claire nous a tirés, Éléonore et moi, à l'écart pendant que Léa jouait avec sa tante et son frère. « Quoi qu'il arrive au tribunal aujourd'hui, » a-t-elle dit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je veux que vous sachiez que vous avez donné à mes enfants quelque chose que je n'ai jamais eu, une vraie maison avec des gens qui les voient vraiment. » L'horloge a sonné 2 heures, et il était temps de partir pour le palais de justice. Alors que nous rassemblions nos affaires, Lucas a fait ses premiers pas hésitants, marchant d'Éléonore à moi, les bras tendus, en parfaite confiance. Dans ce simple geste se trouvait tout ce qui comptait, le voyage d'un enfant de l'incertitude à l'appartenance, un pas à la fois. 6 mois plus tard, l'église Sainte-Marie était remplie à pleine capacité pour un service dominical spécial. La lumière du soleil filtrait à travers les mêmes vitraux qui avaient été témoins de l'entrée désespérée de Léa avec le bébé Lucas ce jour fatidique. Je me tenais à l'autel, à nouveau vêtu de mon col clérical, bien que mon rôle ait évolué d'une manière que personne n'aurait pu prédire. À mes côtés se tenait Éléonore, élégante dans une robe bleue poudrée, et Claire, sa santé s'améliorant régulièrement grâce à un traitement continu. Léa, maintenant âgée de 7 ans et épanouie à l'école, descendait l'allée centrale, portant un petit panier de pétales de fleurs. Lucas trottinait derrière elle, guidé par Chloé, qui était devenue une présence stable dans la vie des enfants depuis le début de son propre chemin de guérison. La congrégation s'est levée alors que la famille s'approchait de l'autel. Aujourd'hui marquait 2 jalons importants. L'adoption formelle des enfants Bernard par Éléonore et moi, avec la bénédiction de Claire,
et l'inauguration du centre de soutien familial Sainte-Marie, installé dans la salle paroissiale rénovée. Je me suis adressé à la communauté réunie, ma voix résonnant d'émotion. Il y a 6 mois, le courage d'une enfant a changé nos vies à tous. Elle nous a montré où nos systèmes échouent et où nos cœurs doivent intervenir. Pendant que je parlais, Léa a glissé sa petite main dans la mienne. De l'autre main, elle a tendu la main vers sa mère. Lucas, maintenant stable sur ses pieds, se tenait entre Éléonore et Chloé, complétant le cercle. Aujourd'hui, nous célébrons un autre type de famille, une famille formée non seulement par le sang, mais par l'amour, le choix et l'engagement. Léa et Lucas seront toujours les enfants de Claire. Ils porteront toujours son cœur. Mais maintenant, ils ont un cercle d'amour plus large autour d'eux, garantissant qu'ils ne marcheront jamais seuls. Claire s'est avancée, sa voix claire et forte malgré tout ce qu'elle avait enduré. Parfois, nos plus grandes bénédictions viennent de nos luttes les plus profondes, a-t-elle dit. Mes enfants ont trouvé leur chemin exactement là où ils devaient être. Après la cérémonie, tandis que la communauté se rassemblait dans le nouveau centre familial, Léa s'est approchée seule de l'autel. Elle a déposé un petit bouquet de fleurs sauvages à côté des bougies et a murmuré quelque chose que seule elle pouvait entendre. Quand je lui ai demandé plus tard ce qu'elle avait dit, Léa a souri avec la sagesse d'une enfant qui avait traversé l'obscurité vers la lumière. J'ai remercié Dieu pour les erreurs qui se sont transformées en miracles, a-t-elle simplement répondu. Et pour nous avoir montré que la famille a 1000 visages, mais l'amour, lui, a toujours la même apparence. Et à ce moment-là, l'histoire qui avait commencé par un appel désespéré, ce bébé, c'est votre fils, a trouvé son véritable sens. Car finalement, ces enfants n'étaient pas le reflet d'une ressemblance physique, mais de la compassion, du courage et de l'engagement de ceux qui avaient choisi de les aimer comme les leurs. Et la fabuleuse histoire du père Mathieu, de Léa et de Lucas s'achève ici. Qu'avez-vous pensé de la décision du père Mathieu? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à de tels choix, à de telles pressions? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous, je lis toujours chacun de vos mots avec la plus grande attention. Si cette histoire vous a ému ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec une personne que vous savez sensible à ces récits de vie, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous qui nous ferez voyager au cœur de l'humain.